Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Epoch's Curse of Cultures. C'est un jeu de civilisation qui est sorti l'année dernière suite à une campagne de financement participatif. Et ben, j'en avais pas encore parlé beaucoup ici, par manque de temps, et puis vous savez que voilà, j'avais arrêté un petit peu les vidéos suite à mon déménagement. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous en parler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste parcourir un peu le jeu, on va en parler, on va montrer un peu son potentiel. Et puis probablement dans une prochaine vidéo, je montrerai plus de gameplay. Donc Epoch, comment ça fonctionne? En fait, vous allez voir, c'est un jeu de civilisation, on va dire, à la fois classique et à la fois moderne, qui emprunte un petit peu à droite à gauche. Par exemple, déjà, si vous voyez le plateau de jeu, la map qui est juste devant vous avec les tuiles retournées, bah, ceux qui connaissent un peu les jeux de civ, ils vont reconnaître beaucoup Clash of Culture par exemple, parce que les tuiles ont exactement la même forme. Mais vous allez voir aussi qu'il y a d'autres inspirations à droite à gauche. C'est un jeu, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui a été développé par Jeffrey CCH, à qui l'on doit Ayla et l'éclat de la montagne, qui est un excellent petit jeu solo, mais qui avait aussi fait Age of Civilization, donc il avait déjà commencé à tâter le terrain des jeux de civ. Alors, Age of Civilization, c'était un petit jeu, alors c'était très intéressant, il y avait de très bonnes idées, mais ça restait un petit jeu qui se jouait en voilà 30, 40, 45 minutes. Ben là, il a voulu voilà, se lancer dans un vrai gros jeu de civ. Et là, on est sur des longueurs de partie qui correspondent à des jeux de civ, c'est-à-dire du minimum 2 heures, voilà, entre 2 et 3 heures, je pense. Donc, on va en parler tranquillement. On va regarder un petit peu le matériel, ce que le jeu propose. La mise en place, il n'y en a quasiment pas, donc je l'ai déjà faite. On va juste terminer la mise en place. Et puis, je vais vous expliquer les mécaniques et comment le jeu fonctionne. Dans un premier temps, pour donc terminer la mise en place, là je vais faire une mise en place 2 joueurs parce que c'est juste plus rapide et plus pratique pour moi, ça prend moins de place. Et encore, je ne mettrai même pas la zone du deuxième joueur. Mais en mode 2 joueurs, en partie 2 joueurs, on dispose 9 tuiles pour désigner en fait la taille de la carte et on révèle celle du milieu. Donc je vais le faire tout de suite, je vais révéler celle du milieu, si j'y arrive. Et donc on retourne et ça permet de vous présenter un petit peu le terrain. Donc ce terrain, ça va être très classique, vous allez avoir des zones de prairies, des zones de montagne, des zones de forêt, des zones de désert et des zones d'océan. Voilà, donc ça c'est très classique, et vous voyez que les tuiles, elles sont vraiment, c'est les mêmes que dans Clash of Culture. C'est vraiment, voilà, c'est la même forme, avec 4 hexagones par tuile. Mais par contre, vous allez voir que la mécanique de jeu, le gameplay de ce jeu n'a absolument rien à voir avec Clash of Culture. Donc là, vous remarquez donc type de terrain, et puis vous allez voir des ressources. Donc ici, c'est un campement barbare qui va être dans la montagne, et ici, c'est une ressource de luxe, le diamant, la pierre précieuse. Voilà, tout simplement. Donc première tuile, on va la disposer dans ce sens-là, on va respecter le sens de cette flèche qui correspond à une petite tuile qui est ici. Voilà, et vous voyez qu'ici, il y a des priorités de terrain, de connexion, et puis une flèche. Donc pour la première, évidemment, comme on ne peut pas connecter les terrains, on va la mettre dans ce sens. Donc ça, c'est de la connexion du terrain, ça a été aussi emprunté à Clash of Culture, qui faisait déjà ça, et qui le faisait très bien. Donc maintenant, on va mettre un petit barbare ici, donc c'est un petit cube marron. Et ici, bah, tout simplement, on ne met rien, on sait juste que on pourra obtenir cette ressource de luxe en venant s'installer ici. Donc voilà la première chose à faire, construire la map. Ensuite, il y a donc différents plateaux et on va construire différents paquets de cartes. C'est un jeu qui se joue avec pas mal de cartes. Vous avez les cartes, en fait, ce qu'ils appellent les cartes du marché.
Donc c'est des cartes qui sont divisées donc en 3 époques. Le jeu se joue en 3 époques, en 3 ères, en 3 âges, si vous voulez. Et dans ce paquet, on va regrouper à la fois les merveilles et à la fois les unités militaires. Donc dans un premier temps, on a un plateau de marché ici. Donc ce paquet, on va le mettre ici. Et pour la mise en place, on va révéler 4 cartes de ce paquet 1 du paquet du marché. Donc on révèle 4 cartes. Et ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu les cartes. Donc la première carte est une unité militaire, le Horseman, donc le cavalier. Et sur les cartes, en fait, il y a différentes choses qui sont vraiment intéressantes. Premièrement, vous avez sa puissance, on va dire, brute. Cette carte apporte 4 en force. Okay. Ensuite, vous avez son coût pour la recruter, pour la former. Donc les unités militaires ici se forment uniquement avec des points de science. Donc là, pour le cavalier, il va falloir dépenser 2 de science, à condition d'avoir des chevaux dans notre empire. Si ce n'est pas le cas, il faut rajouter 2 de science supplémentaires. Donc cette carte peut coûter 2 ou 4, selon qu'on ait cette ressource ou pas. La ligne de dessous, c'est le coût pour lancer une attaque, lorsque l'on a cette unité dans notre armée. Je reviendrai après sur comment est composée une armée, mais en fait, là on peut supposer que avoir des cavaliers, ça implique d'avoir beaucoup de chevaux, et donc pour lancer des attaques, il va falloir avoir de la nourriture pour nourrir ces chevaux, par exemple. Donc à chaque fois qu'on va lancer une attaque, il va falloir dépenser 1 de nourriture. Ensuite, vous avez, alors elle est bien cette carte parce qu'elle a plein de choses différentes pour expliquer, c'est parfait. Ensuite, vous avez ici, c'est une icône de formation qui va donner un bonus à cette unité si on a une deuxième unité avec la même icône de formation. Donc ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, ici, on a un bonus spécifique à cette carte. Comme ce sont des cavaliers, ils sont rapides et ils sont relativement forts dans les plaines et dans les déserts. Dans les prairies ou plaines, hein. Parfois je vais dire prairie, parfois je vais dire plaine, c'est la même chose en fait. Hein. Donc dans les plaines ou dans les déserts. Et donc quand c'est marqué across et il y a un type de terrain, ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer non pas seulement la case adjacente à un territoire que l'on contrôle, mais on va pouvoir traverser autant de cases que l'on veut de ce type de terrain. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer très loin, à condition que toutes les cases que l'on traverse sont de ce type-là. Et ensuite, ici, c'est un avantage. Donc en plus de pouvoir traverser, en plus de pouvoir traverser ces terrains, ce cavalier a un avantage s'il attaque dans les prairies, dans les plaines. Et donc après, je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment ça fonctionne les combats. Donc, je pose cette carte. C'est une unité de type corps à corps. C'est indiqué par ce drapeau ici. Donc, on la place sur la ligne du milieu. Je tire une deuxième carte. Cette fois, on a, c'est marrant, c'est parfait en fait. On a des archers montés. Donc là, cette fois, on est sur une unité de type tir à distance. Donc on a le même genre, hein. Elle coûte 1 pour la former. Il faut avoir des chevaux. Elles sont très complémentaires parce qu'elle a les mêmes capacités, elle a le même bonus au même endroit, elle est un peu moins forte, ça reste des archers, hein. Et par contre elle a un jeton de formation identique. Donc ça veut dire que si j'avais ces 2 unités dans mon armée, j'aurais droit à prendre ce jeton de formation qui va me donner un bonus. Voilà. Donc là, avec ces 2 unités, j'aurai 2 bonus si j'attaque dans les plaines, et j'aurai ce bonus de formation. Donc cette unité de tir à distance, donc elle va sur la ligne du haut. Troisième carte, c'est parfait, c'est le troisième type, c'est une merveille, la statue de Zeus. Donc là c'est très simple. Vous avez en haut à droite le coût pour construire, donc là c'est avec des points de production, donc elle coûte 4 à produire. Elle nous donne immédiatement ce bonus, 1 de culture et 2 de autorité. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, son bonus passif, qui est que, alors c'est une statue plutôt, une merveille plutôt orientée militariste, puisque notre pénalité de culture est moindre si l'on se déclare
comme étant un belliciste, et on reviendra tout à l'heure sur cette notion. Donc une merveille, donc voilà, on a les 3 types de cartes, sans le faire exprès, c'est parfait. Je vous jure que je ne les ai pas mises dans cet ordre pour vous montrer. Et ici on a un slinger, donc un frondeur en français. Donc lui, vous voyez par exemple, il coûte 1 à recruter, à former. Par contre, c'est à condition d'avoir des montagnes. Ce sont des combattants dans les montagnes. Si on n'a pas de terrain en montagne, il faut rajouter plus 2 au coût. Alors il est très faible en attaque, par contre, lorsqu'il attaque dans les montagnes, il devient très fort. Donc c'est une unité assez intéressante si on a beaucoup de montagnes chez nous, ou si on veut aller attaquer un adversaire qui est dans les montagnes. Donc, unité de tir à distance, je le mets à la suite sur la ligne du haut. Donc voilà pour la mise en place du marché. Vous avez ici un paquet de cartes qui correspond aux inventions, mais de l'époque numéro 2. J'y reviendrai tout à l'heure. Au-dessus, vous avez une piste. Alors ça, c'est la piste militaire, donc avec nos jetons. Et donc, on va tout simplement mettre à jour cette piste au fur et à mesure que l'on recrute ou que l'on améliore nos unités pour maintenir notre niveau de force d'attaque à jour. Ensuite, vous avez un deuxième plateau, c'est 2 plateaux différents en fait, mais le premier c'est un plateau de culture et de recherche scientifique. Alors vous avez tout simplement une piste culturelle ici, voilà, qui n'a rien de particulier, sauf qu'elle va nous rapporter 1 point de victoire à la fin de la partie, donc la culture égale des points de victoire, et le niveau de culture va être déterminant pour pouvoir changer de gouvernement. En dessous, vous avez une piste de recherche académique, c'est-à-dire que l'on va dépenser des points de science pour lancer des projets de recherche, pour pouvoir obtenir soit de la culture, soit des ressources, etc. Ça va être ici la principale source de ressources, justement. Et c'est une mécanique assez particulière du jeu et assez déroutante lorsque l'on découvre le jeu, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ensuite, vous avez un autre plateau ici, qui est encore une petite rivière. Alors, plus ou moins, c'est pas exactement une rivière, c'est plus un tableau, et dessus, on va mettre des cartes, les cartes invention, mais cette fois de l'époque en cours, donc de l'époque 1. Et donc, je vais vous montrer ces cartes invention, puisque c'est tout, en fait, le cœur du jeu va être... c'est un peu les cartes technologie, on va dire, hein, c'est... souvent, on appelle ça les cartes technologie dans les jeux. Alors moi, j'aime pas trop utiliser le terme technologie parce que il peut y avoir dedans des cartes à orientation culturelle ou à orientation religieuse ou économique. Donc c'est pas toujours des technologies en tant que telles. Donc là, ils appellent ça des inventions. Moi, j'aime bien parler de cartes de progrès en général dans les jeux. Mais bon, après voilà, les vocabulaires sont déterminés par les auteurs et ou les éditeurs. Donc ici, on parle de invention. Donc je vais mettre 4 cartes ici de l'invention. Alors on va les regarder ensemble tant qu'à faire. Donc la première invention qui va être disponible et qui va être commune, ça va être la poterie. Donc là, vous voyez, on est sur des choses très classiques. Je vais mettre un peu par là pour éviter le petit reflet. J'ai une petite fenêtre juste là. Et comme je n'ai pas terminé encore mon installation, ma lumière n'empêche pas le petit reflet de la fenêtre. Donc ici on a la poterie, donc quelque chose de très classique dans les jeux de Civ. Alors la poterie, souvent dans les jeux, elle va nous apporter de la production. Donc c'est un petit peu le cas ici aussi, puisque lorsqu'on va faire une invention, donc si jamais je découvre ou je développe la poterie, je vais gagner immédiatement 1 point de production. Mais vous avez vu, il y a une petite flèche ici, et dans la règle on nous dit, à chaque fois qu'une nouvelle invention émerge, en fait, une partie du monde en profite, et notamment nos voisins. Donc c'est le cas ici, c'est-à-dire que ce point de production va être aussi offert au joueur qui est tout de suite à ma gauche. Donc mon voisin de gauche, autour de la table, bénéficiera, lorsque je développe la poterie, d'un point de production, comme moi, instantanément. Ensuite, il y a le vrai bonus pour celui qui découvre la poterie, et là on part sur plutôt du commerce, donc ça nous rapporte 2
en commerce. Donc ces petites marchandises ici, ça va plutôt être l'offre commerciale. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque l'on connaît la poterie, on peut façonner des objets, par exemple en terre cuite ici, et donc ça peut augmenter notre niveau de commerce puisqu'on a de la marchandise à échanger ou à vendre. Donc ça va augmenter de 2 notre niveau commercial, mais pour l'offre, parce que vous allez voir qu'il y a aussi le niveau de demande dans ce jeu. Donc la poterie, on la met ici. Deuxième carte que l'on va découvrir, eh ben, c'est la poterie. Alors ça me permet de dire que chaque carte est en double exemplaire, donc les 2 cartes de poterie sont ici. Ensuite, alors j'ai bien mélangé, hein. Ici on a la pêche. Au passage, je vous montre les illustrations. Je les trouve vraiment très très belles. Je ne crois pas que ce soit fait par IA, puisque dans le livret de règles, il y a une personne qui s'appelle Roxy Dye, qui est créditée sur la direction artistique et le design graphique. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui sont sur le design graphique. Donc vous savez que le design graphique, ça peut être autant le livre de règles, etc. Mais donc il y a quelqu'un qui est crédité pour la direction artistique. Donc voilà. Alors parfois, ils sont un petit peu fourbes, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, puis après c'est retravaillé, ou voilà. Donc moi j'ai envie de dire, peu importe, je m'en fous. J'ai nommé cette personne qui est la direction artistique. Après, moi je les trouve très très belles, les illustrations. Elles sont très simples, mais elles sont très, je sais pas comment je pourrais dire. Je cherche un mot que je ne trouve pas, mais elles sont assez simples et du coup elles sont très faciles à reconnaître. Vous voyez, rien qu'à l'image, s'il n'y avait pas de texte, du coup on comprendrait que c'est la pêche, quoi. Et avec ça, on comprendrait que c'est la poterie. Quand on voit des pots comme ça en terre cuite, voilà, on comprend, ou en argile, on comprend ce que c'est en fait. Donc la pêche, elle a le même principe, toutes les cartes ont le même principe. Elle rapporte à celui qui la découvre un jeton de nourriture, et au voisin de gauche un jeton de nourriture. Ensuite, la pêche, elle a 2 effets. Immédiatement, elle nous redonne un jeton de nourriture, donc uniquement à celui qui l'a découverte, hein, cette fois. Et puis elle a un passif, qui est d'ailleurs rétroactif, qui dit que chaque ville adjacente à de l'eau rapporte 1 en niveau commercial. Et donc vous voyez, là on n'est plus sur de la nourriture, on a de la nourriture instantanée, mais après on utilise plutôt le poisson et le fait que l'on ait des villes côtières pour augmenter notre commerce. Donc on va plutôt vendre ce poisson plutôt que de s'en servir pour se nourrir. Hop. Allez, 3e carte, l'élevage. Donc même chose, l'élevage rapporte de la nourriture, hein, puisque l'élevage c'est aussi le bétail, c'est pas que les chevaux. Ensuite, elle rapporte encore 1 point de nourriture instantanément, et puis ça nous apporte la ressource de chevaux permanente. Donc là c'est super intéressant, si sur la carte on ne trouve pas de source de chevaux, on peut l'avoir grâce à l'élevage. Ok, donc on a mis nos 4 cartes ici. Et on va en piocher, chaque joueur va piocher 6 cartes de ce paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour déterminer la main de départ. Donc là on est sur une partie 2 joueurs, donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour, on va dire, mon adversaire, qui est virtuel parce que vous ne le verrez pas. Et donc, on a en jeu 6 cartes dans ma main, 6 cartes dans la main de mon adversaire, donc 6 et 6, 12, plus 4 cartes ici, donc on rajoute 4, ça nous fait 16. Donc il y a 16 cartes de invention de l'âge 1 qui sont en jeu, et toutes celles-ci ne feront pas partie du jeu. Donc c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'on est sur un nombre limité et fermé de cartes. Donc évidemment, si on joue à 4, on va enlever encore 6 et encore 6, mais il va quand même en rester qui ne seront pas en jeu. Et comme chaque carte est en double exemplaire, il se peut qu'il y ait certaines
inventions qui ne sont pas du tout dans la partie, ou qui sont en un seul exemplaire, ou qui sont en 2 exemplaires. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la main des autres joueurs. Et vous allez voir qu'il y a une mécanique qui est extrêmement intéressante. Donc déjà, celle-ci, moi, je la trouve très, j'ai envie de dire, très originale, parce que tout le monde ne va pas pouvoir inventer les mêmes choses. Alors que vous savez que souvent dans les jeux de Civ, on a tous le même arbre de développement. Parfois, il peut être légèrement différent pour créer de la symétrie. Ou alors, ce sont des jeux qui proposent une rivière de cartes, et donc on sait qu'il y a des cartes qui vont arriver et qui vont coûter de moins en moins cher au fur et à mesure qu'elles avancent sur la rivière. Et souvent, on va attendre une carte, et donc on va attendre qu'elle sorte, et puis on va attendre qu'elle soit un peu moins chère, etc. Et on va essayer de ne pas se la faire piquer. Ici, ben, cette stratégie, elle tombe un peu à l'eau, parce que si moi j'ai une stratégie qui marche bien en me disant, ben oui, je sais que par exemple, la poterie combotte bien avec une autre carte qui est, je sais pas quoi, je vais dire un truc au hasard, le troc, ou je crois que ça n'existe pas, mais voilà. Ben en fait, je suis pas sûr. Et en plus, on va dire que ça combotte avec la civilisation que j'ai choisie, évidemment. Ben en fait, on n'est pas sûr de pouvoir développer cette stratégie, puisque on n'est pas sûr que les cartes que l'on aimerait avoir sont en jeu. Et si elles sont en jeu, elles sont peut-être dans la main d'un autre joueur, et donc on va peut-être jamais les avoir. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Ça crée vraiment une asymétrie au cœur de la partie. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur de l'asymétrie de civilisation, où chaque civilisation a des capacités différentes des autres, et donc va nous dicter une stratégie. Alors il y a ça aussi dans le jeu, hein, mais il y a aussi le fait que, ben voilà, peut-être si on avait l'intention de partir sur une stratégie plutôt scientifique, mais que la carte philosophie n'arrive jamais, eh ben ça va nous poser problème, et en tout cas il va falloir revoir un peu sa copie, et donc ça va nous empêcher en fait de toujours aller vers la même stratégie, parce que mine de rien, dans ce genre de jeu, quand on trouve un truc qui marche bien ou qui nous plaît, eh ben on a du mal après à s'en passer et ne pas y aller en fait. Et il faudrait vraiment des concours de circonstances particuliers pour que on aille sur quelque chose qu'on ne fait jamais d'habitude. Ben là, il faut s'adapter même pour ça, et je trouve ça vraiment génial. Donc là, à 2 joueurs, il y a tout ça qui n'est pas mis en jeu. Et on ne sait pas ce que c'est. Donc je vais les ranger sur le côté. Voilà. Et on va regarder ma main de cartes, puisque ça va vous permettre de voir des cartes différentes que l'on n'a pas vues. Donc là, on a la navigation. Donc la navigation, là, c'est vraiment la capacité à pouvoir naviguer sur les flots. Et donc, ici, ça va nous ramener un point de science à nous et à notre voisin, plus à nous un point de science. Et puis, lorsque l'on va créer une route commerciale maritime, elle nous coûtera 2 de moins. Donc là, on est vraiment sur du commerce. On va définir voilà, des routes commerciales. On connaît la navigation, donc pour nous, c'est beaucoup plus simple d'établir une route commerciale maritime. On va avoir la pêche, qui est le 2e exemplaire, puisqu'il y en avait un dans la partie commune et un dans notre main. L'agriculture, donc cette fois, on va être sur de la nourriture. Un pour nous, un pour notre voisin au moment où on la crée, puis à chaque fois qu'on va créer une ville adjacente à une plaine ou à une prairie, on va gagner 2 de nourriture instantanément. Donc super intéressant, mais à condition d'être dans un terrain où il y a beaucoup de plaines. On a ici la roue qui nous rapporte de la production à nous et à notre voisin, et puis à chaque fois... immédiatement, on peut construire une merveille. Quand il y a le point d'exclamation, c'est une action que l'on fait immédiatement. Donc immédiatement, on peut construire une merveille, et si on le fait, on peut dépenser 1 de science. You may spend. Ouais, on peut dépenser 1 de science pour réduire le coût de la merveille de -3 en production. Ok, donc ça c'est super intéressant. Et donc on va sortir cette carte au moment où il y a une merveille qui nous intéresse à construire, et il faut absolument qu'on ait un point de science, évidemment. Le travail du fer. Le travail du fer, immédiatement, si on possède du fer dans notre territoire, on peut gagner 2 de production et 2 de science. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qu'on va sortir
uniquement si on a du fer. Si on voit qu'on n'arrive pas à obtenir du fer, cette carte elle va nous servir à rien. À moins juste pour gagner 1 de production, mais vous allez voir que ici, les inventions sont trop importantes pour ne pas les optimiser. Et voici donc l'écriture. L'écriture, ça nous rapporte de la science. Et à chaque fois qu'on va gagner de la culture, à partir de la piste de recherche académique, on va gagner 1 de science. Donc je rappelle, la recherche académique, c'est ici. On dépense de la science pour avancer, pour faire de la recherche, et donc pour gagner soit des ressources, soit de la culture. Ben, si on dépense de la science pour gagner de la culture, on récupère 1 de science. Donc ça va amortir le coût de notre recherche, et ça c'est vraiment pas mal. Et puis elle a un effet de fin de partie. On va gagner 1 point de victoire si à la fin de la partie, on est à 24 ou plus science sur la piste. Culture, pardon, sur la piste. Donc là, vous voyez, on va essayer d'avancer, on va essayer de prendre la culture plutôt que les ressources, on va récupérer de la science, et on va essayer d'aller le plus haut en culture pour gagner 1 point de victoire. Ensuite, alors par contre, attention, c'est juste, vous gagnez 1 point de victoire si vous êtes au-dessus de 24. On pourrait se dire, ah ouais, tout ça pour 1 point de victoire, mais en fait, les points de victoire valent très cher dans ce jeu. Et on a fait le tour, puisque nous voilà revenus à la navigation. Si je regarde la main de départ de mon adversaire, histoire de vous montrer d'autres cartes, il a le minage. Donc le minage, ça apporte 1 point de production, mais ça nous dit à chaque fois qu'on va aller, faire une croissance, on va aller s'étendre sur une montagne, on va immédiatement gagner 1 de production. Et en fin de partie, on aura 1 point de victoire si on possède 3 montagnes dans nos territoires. Les mathématiques, à chaque fois que l'on construit une merveille, on gagne 1 de science et 1 point de victoire si à la fin de la partie, on a construit au moins 4 merveilles. La maçonnerie, à chaque fois que l'on va construire une merveille de l'époque 1, on gagne 1 de culture. Donc là, ça va être intéressant pour une civilisation qui a des facilités à construire des merveilles, pour essayer d'en construire en début de partie le plus possible. On a les condiments. Alors les condiments, c'est pour le commerce. Elle est très très forte cette carte. À chaque fois qu'on va créer une route commerciale, on va pouvoir convertir jusqu'à 2 jetons de nourriture par le même nombre de jetons d'or. Donc on va vraiment vendre nos condiments, nos épices, etc. Ça coûte très très cher. Donc on va faire une route commerciale, si on a des jetons de nourriture, on va les échanger contre des jetons d'or, sachant que l'or dans ce jeu nous sert à remplacer n'importe quelle ressource entre la science, la production et la nourriture. Et on a la fameuse philosophie, ici. Donc ça rapporte de la science, immédiatement ça nous rapporte 1 de science, et puis immédiatement je peux changer de gouvernement en ignorant les prérequis. Pas mal. Et la dernière, la chasse, ça rapporte de la nourriture, et puis lorsque l'on va coloniser un territoire de forêt ou de montagne, on va gagner 1 de nourriture. Donc voilà pour les cartes. Vous voyez, vous avez vu un petit peu un échantillon des cartes, on en a vu pas mal de différentes quand même. Et vous avez vu un petit peu comment elles fonctionnent. Hein. Certaines vont donner un peu de nourriture, d'autres vont donner des bonus par-ci par-là, etc. Alors, donc si on continue, je vais ranger cette carte parce qu'elle traînait, elle n'avait rien à faire ici. Tac. Donc avant de passer à la mise en place des plateaux joueurs, je vais vous montrer très rapidement le matériel que l'on a. Donc on a des jetons villes, donc ça ce sont des villes libres, des villes neutres, un petit peu comme des cités-états qui vont être sur le plateau, avec lesquels on va pouvoir interagir, on pourrait les attaquer, on peut aussi commercer avec elles. On a des jetons ressources inconnues qui peuvent arriver sur le plateau de jeu, et donc là il va falloir aller sur le territoire pour découvrir ce jeton et savoir ce qui se cache derrière. Donc on a vu les camps barbares, on a vu les différentes ressources,
Donc production, science, nourriture, qui peuvent être remplacés par un jeton or. Et puis il y a une dernière petite ressource, ce sont les chefs-d'œuvre. Voilà, les chefs-d'œuvre, ça va nous rapporter des points de victoire à la fin de la partie, évidemment. Donc tout ça est tout classique. Il y a aussi des dés. Donc les dés, ce sont des D6, mais il y a une face 1. Non, il y a deux faces 1, deux faces 2, une phase 3 et une phase 0. Donc ces dés vont nous servir pour calculer notre... En fait, lors des combats, lors des attaques, on va calculer la puissance de notre attaque avec les unités que l'on a, avec les bonus à droite à gauche que l'on a sur nos cartes. Et puis il y a un lancer de dés qui va rajouter une petite incertitude sur le résultat final. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez vu le matériel, c'est vraiment très classique, hein. Il y a tout un paquet de tuiles pour le terrain, donc forcément, même quand on joue à 4 joueurs, ben, on n'utilise pas toutes les tuiles, puisque on n'a pas de notion d'expansion du plateau. Là, il va avoir cette forme-là, et une fois que tout est révélé, c'est terminé, on ne peut plus l'agrandir. Il reste, en termes de matériel commun, il reste deux petites choses à vous montrer. Ce sont les cartes. Alors, il y a des unités qui sont spécifiques à certaines civilisations. Alors, il y en a très peu, hein. Voilà, il y a 4 unités qui sont spéciales pour 4 civilisations différentes. Bon, ok, très bien. Et puis, il va y avoir du matériel. Donc là, je l'ai laissé dans le sachet plastique. Mais il va y avoir du matériel qui va être spécifique à certaines civilisations, vous voyez. Des temples, les cultures en terrasse. On va avoir des puits de pétrole. On va avoir des châteaux. Et on va avoir la muraille pour la Chine. Voilà. Donc ça, c'est du matériel. C'est des petites tuiles qu'on utilise uniquement quand on utilise certaines civilisations. Et donc on va passer maintenant à la mise en place et au matériel des joueurs. Alors, donc, on a ici le matériel pour les joueurs. Donc il y a un petit playmat qui sert uniquement à poser les éléments. Et donc je vais détailler un petit peu comment ça se passe. Premièrement, le choix de la civilisation. Le jeu arrive, alors moi j'avais pris le all-in, hein, évidemment. Le jeu arrive avec 18 civilisations différentes. Donc je vais vous montrer un petit peu le plateau, comment ça marche. Alors, hop. Donc voilà un plateau civilisation. Donc là, on est avec l'Égypte. Donc sur le plateau civilisation, il n'y a rien de spécial. Il y a juste une illustration, évidemment. Derrière, il n'y a rien. C'est juste le nom du jeu. Vous avez une zone ici où vous allez mettre les composants qui sont accessibles, qui sont disponibles. Voilà, je cherchais le mot. Donc là, on va commencer la partie avec une ville, avec 4 comptoirs commerciaux et avec 4 cubes d'autorité. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est. Et ensuite, vous avez 4 capacités spéciales pour l'Égypte. Alors, comment ça fonctionne? Et là, vous allez voir, c'est encore quelque chose d'original et de très intelligent dans le jeu. Les capacités sont déjà dépendantes de l'époque dans laquelle on se trouve. L'Égypte étant une civilisation antique, son apogée se trouve lors de l'Antiquité, et donc les 4 capacités de l'Égypte se débloquent à la première époque. Vous voyez, il y avait un petit 1 ici. Et donc il y en a 4 différentes. Et sur ces 4, on va pouvoir en choisir que 2 par partie. Et donc ça, c'est très malin puisque ça va créer de l'asymétrie dans l'asymétrie. C'est-à-dire que ces 4 capacités, évidemment, il n'y a que l'Égypte qui les a, mais on pourra en choisir que 2. Donc même si j'adore l'Égypte et que j'ai envie de tout le temps jouer avec l'Égypte, et ben selon les parties, selon les circonstances, selon les situations, je ne vais pas toujours utiliser les mêmes capacités. Pourquoi? Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir les développer les 2 à la première époque.
Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont assez diversifiées, malgré tout. Vous avez par exemple les skill builders, donc les ouvriers qualifiés, on va dire. Les bâtisseurs qualifiés de l'Égypte. Si je débloque ça, ça me permet pour le reste de la partie d'avoir un coût de construction de merveilles de -1. Donc ça c'est cool. Si je me dis, ok, j'ai ma stratégie, admettons, j'ai ma carte, est-ce que c'était ici ou est-ce que c'était l'autre joueur qui l'avait? Non, c'était l'autre joueur malheureusement. Mais par exemple, j'ai la roue qui me permet de construire une merveille. Voilà, admettons, j'ai la maçonnerie qui me dit, voilà, construire des merveilles de l'époque 1. Donc si ma stratégie est de construire le plus de merveilles possible, cette capacité va être super importante pour moi. Mais on a aussi la capacité, le berceau de la civilisation. Alors ça c'est un bonus immédiat qui va nous donner, au moment où je débloque cette capacité, je vais gagner immédiatement 1 nourriture, 1 de production, 1 de science, et j'avance de 1 sur la piste de culture, et puis je peux gagner comme action de construire une ville. Ok, c'est cool. Donc ça c'est pas mal, donc c'est ça à sortir au moment où on a les prérequis pour construire une ville, et en plus ça nous apporte pas mal de nourriture, de ressources. Mais on a le Gift of the Nile, qui nous apporte alors de la nourriture immédiatement, 1 de nourriture, 1 de production, par désert que l'on contrôle. Donc si on est dans une partie où il n'y a aucun désert, on ne va jamais développer ça. Par contre, si on est dans une partie, on est l'Égypte et il y a du désert, on va essayer d'y aller pour développer ça et avoir beaucoup de ressources. Et en plus, fin de partie, 1 point de victoire par désert contrôlé. Cool. Ensuite, il y en a une 4e. Celle-ci, par contre, elle est payante. Il va falloir dépenser 2 de science pour pouvoir la débloquer. Alors, débloquer des capacités, c'est une action gratuite. Mais celle-ci, elle nous demande quand même des ressources. Immédiatement, je gagne un chef-d'œuvre. Donc, c'est les artefacts antiques ou les artefacts anciens. Et puis, lorsque je fais l'action de production, je peux défausser un cube d'autorité pour gagner 1 de culture. Donc, c'est très particulier. Là, c'est vraiment si on vise la culture. Voilà, en fait, c'est un chemin vers une stratégie culturelle. Ok, donc ce qui est sûr, c'est que je vais devoir en débloquer que 2 pendant la partie, et que les 2, je vais devoir les développer pendant la première époque. Alors il y a d'autres civilisations où c'est encore plus flagrant les différences. Par exemple, si vous en avez une qui est orientée militaire, d'autres qui sont orientées scientifiques, d'autres qui sont orientées culture, selon nos adversaires, selon si on se sent menacé, on va aller sur le militaire, ou parfois pas. Donc ça va vraiment dépendre de la physionomie de la partie. Donc je place ça ici. Je place les composants disponibles en début de partie. Une ville, 4 comptoirs commerciaux à construire. Ça, c'est ce que j'ai le droit de construire en fait, pour l'instant. Et j'ai 4 cubes d'autorité. L'autorité nous sert à nous étendre sur le territoire. On commence avec une ressource de chaque, donc les ressources de base, une de chaque ici. Ensuite, on a 2 autres petits plateaux. Vous avez ce plateau-là qui est le plateau, je vais le mettre ici pour enlever un peu le reflet. Ici, c'est le plateau, on va dire, politique. Et donc là, pour les joueurs qui connaissent Age of Civilization, vous voyez qu'il a repris ce système d'arbre de développement de gouvernement. On commence en tant que tribu, et la tribu nous autorise à construire maximum une ville. Voilà pourquoi j'ai qu'une seule ville sur mon plateau ici. Et ensuite, il y aura un système de branches et d'embranchements et de flèches. De la tribu, on peut passer à la démocratie classique, ou à la monarchie, ou à la république. De la république, on peut monter soit vers l'empire, soit on peut revenir vers la monarchie constitutionnelle. Mais si on est sur la branche de droite, on ne peut plus directement aller sur la branche de gauche. Ou alors il faudrait faire passer par ici, et d'ici on peut à nouveau aller soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Donc ça c'est super intéressant parce que ça va nous orienter aussi évidemment. Plus on va monter, plus on va être puissant et plus on va avoir des bonus
et puis des orientations. Par exemple ici, en allant de ce côté, on va plutôt développer la recherche scientifique. En restant au milieu, on va plutôt développer la production. Et à droite, on va plutôt développer le militaire. Mais parfois, il y a des choses qui nous intéressent, même si c'est pas vraiment notre objectif. On a aussi 5 jetons honneur. Les jetons honneur nous rapportent 1 point de victoire en fin de partie. On commence avec 5. Et les jetons honneur, on va pouvoir les piquer aux autres joueurs lorsqu'on va les attaquer. On va aussi mettre sur cet emplacement les jetons chefs-d'œuvre que l'on va pouvoir créer avec nos artistes. Au-dessus de ce plateau, il y a des emplacements pour mettre les inventions. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je détaillerai une manche de jeu. À gauche, on a le plateau commerce. Donc avec les 2 pistes, l'offre commerciale et la demande commerciale. Et il y a cette mécanique qui va nous inciter fortement à développer les 2 en même temps, puisque à la fin de chaque époque, on va calculer le revenu de notre commerce. Donc notre niveau de commerce va générer des revenus, et donc on va prendre le plus bas des 2. C'est-à-dire que si on a énormément d'offres, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à vendre, mais que personne n'en veut, bah, ça ne va pas générer beaucoup d'argent. Et à l'inverse, si tout le monde veut nous acheter des trucs mais qu'on n'a rien à vendre, ben ça ne va pas nous rapporter non plus beaucoup d'argent. Donc on va essayer autant que possible de développer, donc d'aller le plus haut possible, mais d'essayer de les garder le plus proche possible les 2. Ça c'est très important parce que ça va, entre les époques, ça va nous rapporter de l'or et de la culture. Et comme l'or ça remplace toutes les ressources, c'est très très fort. Et puis, ça je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure, mais dans ce jeu c'est très difficile de gagner des ressources. Enfin ça marche pas comme dans les autres jeux en fait. Vous avez ici un petit rappel de comment faire monter ces 2 pistes. Donc en ce qui concerne l'offre, c'est-à-dire nos biens, nos marchandises, il faut aller sur le plateau récolter des ressources de luxe comme le diamant et les épices. Donc le diamant fait augmenter de 2 ici parce que ça a beaucoup de valeur. Les épices de 1, ça a un petit peu moins de valeur. Mais les ressources militaires, comme les chevaux et le fer, augmentent aussi de 1. Et on a vu avec les cartes unités militaires que les chevaux et le fer nous servent aussi pour nos unités militaires. Donc voilà les 2 manières, c'est sur le plateau pour faire augmenter notre niveau d'offre commerciale. Il y a aussi des cartes, on les a vues tout à l'heure, par exemple la poterie qui augmente de 2 directement. Voilà, donc il y a aussi des cartes qui nous font faire ça. Comment on augmente la demande? Tout simplement, à chaque fois qu'on va créer une ville, ça va augmenter la demande de 1. Et à chaque fois qu'on va créer un comptoir commercial, donc on va créer une route commerciale, ça va augmenter notre demande de 2. Évidemment, en créant un comptoir commercial, on s'attend à ce qu'il y ait plus d'achats et de ventes, et donc il va falloir suivre en termes de quantité de marchandises. Sur ce plateau, il y a aussi en fait le résumé de toutes les actions, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, toutes les actions qu'on va pouvoir faire à notre tour. Au-dessus des plateaux, emplacement pour les merveilles que l'on va construire, un nombre illimité, et puis nos unités. Et là je vais expliquer justement comment ça fonctionne, les unités. En fait il y a 2 types d'unités, ça je l'ai dit tout à l'heure, les unités au corps à corps, les unités à distance. Et en fait notre armée est composée de 1 unité de chaque, maximum. Donc on commence avec le Axeman, donc tout simplement le guerrier équipé d'une hache en pierre, ici. Donc il est très faible, corps à corps, il a 1 d'attaque. Voilà, on commence tous avec cette unité. Et on va, en utilisant l'action d'amélioration des unités, on va pouvoir soit améliorer celle-ci. Donc par exemple, si moi je recrute le cavalier, comme c'est une unité de corps à corps, forcément elle va remplacer celle-ci. Et donc je vais mettre à jour mon niveau de force militaire. Et puis si je prends une unité à distance, elle va se mettre au-dessus. Et ensuite je vais remplacer à chaque fois quand je vais améliorer mes unités. Et donc
on va essayer de faire comboter ces deux unités pour qu'elles aient des formations communes, pour qu'elles aient des avantages, soit sur le même terrain pour être très fort à cet endroit, soit pour être fort un peu partout, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne le jeu. Et puis les avantages, en fait, quand on attaque avec les deux unités, donc on combine absolument tout. Donc par exemple, bon là c'est un mauvais exemple parce qu'elles ont le même bonus, mais par exemple si j'étais comme ça, le frondeur ayant un avantage sur les montagnes et le cavalier ayant un avantage sur les plaines, à chaque fois que je vais attaquer, je vais utiliser les avantages de tout ce qui réunit. C'est vraiment mon armée qui est comme ça. Et comme lui, il peut attaquer à travers les plaines et les déserts, et même si lui n'a pas cette capacité, celle-ci elle est valable pour l'ensemble de l'armée. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, je remets ça ici et on revient avec notre pauvre petit guerrier. Ok, donc là on a bien fait le tour. Qu'est-ce qui reste comme matériel pour les joueurs? Tout simplement les villes qu'on va pouvoir construire, d'autres jetons, les fameux jetons avec les formations et les bonus qu'ils octroient. Et puis la dernière petite chose, c'est ce petit comment on pourrait appeler ça, ce petit support en fait, qui va déterminer en fait notre état diplomatique. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais décrire une manche de jeu, et en fait, je vais le faire tout de suite. Et pour ça, je vais suivre la petite aide de jeu que l'on place ici sur notre playmat, qui résume en fait plusieurs choses. Elle va résumer ici tout ce qui se passe à notre tour. Ici, elle résume les batailles et les récompenses, ainsi que les jetons de formation. Et ici, elle résume ce que l'on doit faire à la fin de l'époque. Donc c'est vraiment très très simple. Donc le jeu se joue chacun son tour, et à son tour, on a tout ça à faire. Donc je vais le passer en revue. Donc à notre tour de jeu, donc on commence, souvenez-vous, avec une main de 6 cartes. Il y a 3 phases dans un tour de jeu. Une phase de préparation, une phase d'action et une phase militaire. Sachant qu'on va pouvoir exécuter 2 actions gratuites n'importe quand. C'est débloquer une capacité de notre civilisation, ça on en a vu tout à l'heure, et puis on peut défausser 2 cubes autorité pour échanger une ressource contre une autre. Voilà, donc ça c'est vraiment si on est en galère et qu'on a vraiment besoin de le faire, parce que 2 jetons, 2 cubes d'autorité, ça coûte cher. Alors, à mon tour de jeu, qu'est-ce que je peux faire? Donc je commence phase de préparation. Il y a 3 étapes. Première étape, c'est que je pioche une carte invention de l'époque suivante. Donc là, on est en début de partie, je suis à l'époque 1, j'ai mes 6 cartes de l'époque 1, je pioche une carte de l'époque 2. Et donc là, c'est l'engrais. Donc ma main passe temporairement à 7 cartes. Ensuite, je dois révéler une carte sur le marché ici, où il y a les unités et les merveilles. Mais lors d'une partie à 2 joueurs, on révèle 2 cartes pour qu'il y ait un renouvellement un peu plus rapide. Donc ici, on prend tout simplement 2 cartes. Donc j'ai la grande bibliothèque. Voilà. Bon, on ne regarde pas ce qu'elle fait, peu importe. Je la mets ici, en bas. Et la deuxième carte, j'ai le chariot, qui est du corps à corps. On le met ici. Tac. Ensuite, troisième étape de la phase de maintenance, je révèle une tuile du plateau. Alors, ça c'est intéressant parce que vous allez voir que dans ce jeu, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de colon, il n'y a pas d'unité qui se déplace sur le plateau. L'exploration, on l'a fait en début de tour. Donc là, on est à 2 joueurs. Il reste 8 tuiles à révéler. Donc ça veut dire que pendant les 4 premiers tours, chacun va révéler une tuile et ensuite la carte sera complètement découverte. Ce qui est assez original,
assez différent, c'est qu'on peut révéler n'importe quelle tuile. C'est-à-dire que, bon, là, il n'y a rien. Donc je vais... la logique veut que... en fait, regardez. La logique voudrait que, ici, le terrain qu'on a vu, qu'on a révélé au début de la partie, certes, il y a un camp barbare, mais il y a surtout une ressource de luxe, le diamant, qui, on se rappelle, est la plus précieuse. Elle nous rapporte plus 2 en valeur commerciale. Donc, dans ma petite tête, je suis premier joueur, je me dis, ben ouais, je vais venir m'installer ici. Donc, petite parenthèse, je trouve que le premier joueur, il a quand même un petit avantage, parce que c'est quand même lui qui va choisir l'emplacement au départ. Donc, il a quand même un petit avantage, je trouve. Donc, moi, je me dis, bah ouais, je vais m'installer ici. Je suis premier joueur, il y a ça, je vais venir le prendre. Et donc, je vais révéler probablement celle-ci ou celle-ci pour voir ce qu'il y a autour. Donc, je vais révéler celle-ci. Mais j'aurais très bien pu révéler celle-ci ou celle-ci ou celle-ci, peu importe. Donc, je révèle. Et on tombe sur... Bah, regardez un peu cette tuile magnifique. Donc, on tombe sur une tuile, il va falloir connecter les terrains. Premièrement, il faut connecter l'eau. C'est la priorité. Là, il n'y a pas d'eau. Donc, on passe. Ensuite, on connecte par ordre de priorité les plaines, puis les déserts, puis les forêts, puis les montagnes. Donc là, il se trouve qu'il y a une plaine ici, sur la tuile que je viens de révéler, et il y a une plaine ici. Donc, je suis obligé de mettre la tuile dans ce sens-là, pour que les plaines soient connectées. Et regardez un petit peu, il y a 2 sources de diamants, plus il y a des plaines et du désert. Ben, c'est magnifique. Pour l'Égypte, il y a du désert, c'est génial. Pour les unités qui sont sorties, les cavaliers, les archers montés, même le chariot qui vient de sortir, ils ont des avantages dans les plaines, dans les déserts. Donc il y a des choses qui vont se combiner là. Là, il y a un petit peu de chance. C'est cool. Donc je place ma tuile et donc je installe ici un jeton, vous voyez, il y a l'emplacement, un jeton mystère, on va dire. Et ben, c'est un super endroit pour l'Égypte, hein. On ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Petit coup de bol. Alors des fois, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Des fois, tu cherches du désert, il n'y en a pas du tout dans la partie. Et il y a aussi 2 tuiles ici, un peu particulières. Ce sont des cases, qui nous octroient un bonus défensif et qui nous octroient un point de victoire si on les contrôle à la fin de la partie. Alors dans le jeu, il n'y a pas de merveille naturelle à proprement parler, mais il y a quelques tuiles comme ça qui nous donnent des points à la fin, donc c'est un petit peu comme des merveilles naturelles finalement. Dans le désert, voilà, il y a peut-être des zones un peu remarquables. Voilà, donc on va essayer d'aller s'installer là-bas évidemment. Donc voilà, pour la fin de cette phase de préparation. Donc je rappelle, je pioche une carte de l'ère suivante, de l'époque suivante. Ma main passe temporairement à 7 cartes. Je révèle 1 ou 2 tuiles dans le marché ici, 1 ou 2 cartes dans le marché, selon si on joue à 2 ou plus. Et je révèle, autant que faire se peut, une tuile du plateau. Très bien. Ensuite, on passe à la phase d'action. Donc vous voyez, ça prend 30 secondes. Hein. On passe à la phase d'action. Et donc là, il y a 2 possibilités. À notre tour de jeu, on a la possibilité de choisir soit de créer, donc de faire une invention, puis de faire une action. Action parmi les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parmi les 8 qui sont là. Ou alors, je ne fais pas d'invention et je peux faire 2 actions parmi celles qui sont là. Sachant qu'on peut faire 2 fois la même action si on le souhaite. Alors en quoi c'est important qu'il y ait ces 2 choix? Eh bien tout simplement, c'est que on va être obligé, pour chaque époque, d'inventer 3 fois. Et exactement 3 fois. Si on regarde ici sur l'emplacement prévu à cet effet, vous avez ici 3 emplacements pour des cartes invention. À l'époque 1, je vais en avoir 3 ici à la fin. Obligatoirement. À l'époque 2, je vais en mettre 3 encore. À l'époque 3, je vais en mettre 3 encore. Ça veut dire que dans la partie, je vais faire 9 inventions. Pas une de plus, pas une de moins. 3 par époque. Et je n'ai pas le choix, c'est obligatoire. Donc,
ça amène un petit peu de réflexion et parfois de nœuds dans le cerveau. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas prendre ça à la légère. C'est trop important, donc il faut bien calculer son coût. Donc ça veut dire que, ce que je vous ai pas dit, c'est que la manche se déroule il y a 6 tours en fait. Donc chaque époque est composée de une phase de préparation en fait d'époque, en fait, où on met en place les paquets de cartes. Ensuite, chaque joueur va faire 6 tours, et ensuite on va faire la phase de fin d'époque. Donc ça veut dire qu'on va jouer 6 tours. Et parmi ces 6 tours, il y a 3 tours où on va faire une invention, une action, et 3 tours où on va faire 2 actions. À nous de répartir ça, d'ordonner ça comme on le souhaite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fin de manche, en fin d'époque, il faut qu'on ait fait nos 3 inventions. Donc attention à ne pas oublier ou à ne pas aller trop vite. Alors, donc comment ça se passe? Si par exemple je choisis, alors regardons un petit peu ce que j'ai moi. Donc là j'avais la navigation. La navigation, ça concerne les routes maritimes. Bon, si on regarde le plateau, il n'y a pas du tout de mer. Donc pour l'instant, bon, ça m'intéresse pas de faire ça. Pareil pour le poisson. Le poisson, certes, on peut imaginer qu'ils aient trouvé des petits lacs, des petites mares, et donc ils aient appris à pêcher, donc ça rapporte un peu de nourriture. Mais pour l'instant, on n'aurait pas le bonus de ville côtière, donc ça m'intéresse pas. Par contre, l'agriculture pourrait m'intéresser, puisque l'agriculture, elle nous dit qu'à chaque fois qu'on construit une ville adjacente à une plaine, à une prairie, on va gagner 2 de nourriture. Et là, il se trouve qu'il y a un terrain où il y a déjà 3 cases de plaine. Donc celle-là, elle pourrait être intéressante. La roue peut être intéressante aussi. Parce que la roue, elle me dit immédiatement, je peux construire une merveille. Et si je dépense 1 de science, elle me coûte 3 de moins cette merveille. Alors, ça peut être cool parce que le 1 de science, je l'ai. Et construire une merveille, il y a probablement peut-être une merveille qui m'intéresse. Alors, quoique, il y a la statue de Zeus qui est plutôt militariste, c'est pas mon gameplay. Il y a la grande librairie, si je vous la montre, elle est plutôt orientée science, puisque, enfin, elle va nous orienter sur la piste de recherche académique. Alors c'est toujours bien, hein, mais par contre elle coûte cher, elle coûte 5. Donc même si je la réduis de 3, elle coûterait encore 2, j'ai 1, plus 1 que je gagnerais avec ça, ça pourrait le faire, mais par contre après je n'aurai plus rien. Donc je vais peut-être temporiser un peu, sachant que placée où elle est placée sur le marché, elle ne va pas disparaître, enfin, je vais espérer qu'elle ne disparaisse pas tout de suite. C'est elle qui va partir en premier, donc ça serait pas de chance que mon adversaire pioche 2 merveilles pour faire partir la librairie. Mais si il pioche 2 merveilles, il y a peut-être des merveilles plus intéressantes pour moi, donc je vais temporiser un peu. Le travail du fer, il me dit, bon bah le travail du fer, si on a du fer dans notre empire, on gagne. Bon, on n'a pas de fer dans notre empire. Il y a l'écriture, donc pour les Égyptiens ça pourrait être pas mal. Quand on gagne de la culture à partir de la recherche académique, on récupère... Ok, donc est-ce que ça combotte avec certaines choses que j'ai moi ici? Si je veux partir sur merveille, il faut que je débloque ça. Si je veux partir sur culture, peut-être il faudrait que je débloque ça. Mais du coup, là il y a 3 déserts, donc j'ai peut-être envie de prendre le cadeau du Nil, puisqu'on va gagner des trucs par désert, donc j'ai envie d'aller m'installer dans les déserts assez rapidement. Ok, donc c'est un peu, vous voyez déjà, premier tour, première action, on se prend un peu déjà la tête. Et puis il y a les fertilisants, mais ça, c'est ce que je viens de piocher, c'est époque 2, donc je ne peux pas le construire tout de suite. Mais par contre, ça peut m'orienter, sachant que pour l'époque 2, je vais avoir les engrais. Les engrais, c'est 1 nourriture par prairie et par désert. Donc ça va m'intéresser. Donc je vais essayer d'aller vraiment dans les déserts et dans les prairies, donc mettre aussi l'agriculture en place. On va essayer de faire comboter ça comme ça. Mais, est-ce que je prends l'agriculture tout de suite, sachant que ça va me rapporter 1 de nourriture? Et je vais pas pouvoir faire une ville tout de suite, mais peut-être que oui quand même.
et je vais vous dire pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'option de faire une invention, puis une action. Donc je vais mettre en place l'agriculture tout de suite. Alors, quand on fait une invention, il y a deux possibilités. Soit on fait une invention de notre main, alors c'est toujours une invention de l'ère en cours évidemment, donc de l'ère 1 pour l'instant. Soit je prends une invention de ma main, et donc à ce moment-là, alors les inventions, vous avez remarqué, ça coûte rien. Là on doit rien dépenser. Heureusement, parce que c'est déjà compliqué comme ça. Donc soit je prends une de ma main, je la place ici, je gagne un nourriture, mon voisin gagne un nourriture, et donc je bénéficie de ce bonus. Et donc ma main est repassée à 6 cartes. Soit je prends une invention de la zone commune ici. Donc là il y a la poterie qui m'apporterait du commerce, il y a la pêche, ça j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, et il y a l'élevage. Alors l'élevage ça pourrait m'intéresser pour avoir des chevaux assez rapidement. C'est peut-être ça que je vais faire en fait, pour pouvoir aller après prendre les cavaliers. Donc du coup c'est ça que je vais faire. Donc je ne vais pas faire une invention de ma main, je vais faire une invention du marché commun. Donc je vais prendre l'élevage pour avoir les chevaux, pour pouvoir viser en fait les cavaliers ou les archers montés, mais en tout cas quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc je prends les chevaux, je le mets ici. Sauf que cette carte qui est là, je dois la remplacer, et cette fois avec une carte de ma main. Donc qu'est-ce qui ne m'intéresse pas ici? Le travail du fer. Le travail du fer, je ne suis pas sûr d'avoir le fer. Alors c'est un peu risqué parce que la pêche, la navigation, l'agriculture je vais la garder. L'écriture, j'ai un doute. L'écriture, j'ai un doute. Non, je vais lâcher l'écriture. Et donc l'écriture va remplacer la carte que j'ai utilisée. Et donc, vous avez compris, voilà, une carte que j'avais en main, elle devient maintenant disponible aux autres joueurs. Donc voilà, donc selon, moi je sais les autres joueurs quelle civilisation ils jouent. Parfois, s'il y avait quelqu'un qui était orienté beaucoup culture et sciences, je me dis, attends, il n'y a que 2 exemplaires de l'écriture, possiblement il n'y en a qu'un, puisqu'on met beaucoup de cartes de côté, ça se trouve c'est moi qui est le seul exemplaire de l'écriture, j'ai peut-être pas envie de le rendre disponible pour tout le monde. Donc il y a toute cette réflexion par rapport à ça, et c'est vraiment super intéressant. Et donc là j'ai fait mon invention, donc je gagne immédiatement 1 de nourriture. Mon voisin de gauche gagne 1 de nourriture. Ensuite, je gagne encore 1 de nourriture instantanément, parce que je suis capable maintenant d'élever du bétail. Et ça me procure des chevaux. Et donc les chevaux, on rappelle, ça me augmente de 1 sur, ici, mon niveau commercial. Voilà. Donc j'ai fait, donc c'est l'option A, c'est-à-dire une invention, puis une action. Donc maintenant j'ai une action à faire. Comme on est au premier tour de jeu, la première action obligatoire, c'est l'action de croissance. Donc si je vous rappelle un peu, je ne vais pas vous le rappeler, je vais vous le dire, puisqu'on ne l'a pas du tout vu encore. Voici les 8 actions que l'on peut faire à notre tour, une ou 2 fois du coup. On va les détailler. Donc là, la première, et celle que je vais être obligé de faire, c'est la croissance. La croissance, c'est on dépense 1 de nourriture pour poser un cube pour s'étendre. Mais comme là, on est nulle part sur le plateau, la première action, on doit faire celle-là pour pouvoir se poser quelque part. Donc je vais le faire tout de suite. Je dépense 1 de nourriture. Je prends un de mes 4 cubes autorité et je vais le placer. Je vais le prendre ici. Alors, je pourrais prendre soit là, pardon. Pourquoi je prends celui-ci? Parce que j'envisage d'aller m'étendre assez rapidement sur le désert ici. Parce que mon adversaire, selon la tuile qu'il va récupérer, il va peut-être venir s'installer ici parce que c'est trop précieux ici. Et donc là, on va être très proche l'un de l'autre.
Donc moi, si je me mets là, j'ai pas envie qu'ils viennent ici, j'ai envie moi de prendre ce désert. Donc je viens ici, je récupère tout de suite le diamant. Le diamant, on rappelle, ça augmente de 2. Donc j'ai déjà niveau 3 en commerce. J'ai des mines de diamants chez moi. J'ai des chevaux du bétail. Donc j'ai de quoi vendre. Par contre, personne n'en veut de ce que j'ai. Donc c'est pas cool, mais on va y remédier petit à petit. Donc voilà, obligatoirement, la première action, c'est la croissance. Je dépense 1 de nourriture pour m'étendre. Ensuite, je vais être obligé de m'étendre sur des cases adjacentes, évidemment. On peut aussi s'étendre à partir d'un comptoir commercial, mais ça, j'y reviendrai quand je détaillerai l'action commerce. La deuxième action que l'on peut faire, c'est la recherche académique. Donc on va dépenser de la science pour avancer le jeton de recherche. Donc on dépense X de science, ça va être dépendant du niveau où on est. Ici, on est en début de partie. La première recherche que l'on peut faire va coûter 1. Donc il faudrait que je dépense 1 de science pour avancer ce jeton. Et là, je choisis une des deux cases. Soit je gagne 3 de nourriture, soit je gagne 1 de culture. Alors thématiquement, comment on peut voir ça? Tout simplement, j'ai des érudits, des gens qui cherchent des choses. Et donc on pourrait investir dans la nourriture pour améliorer peut-être certaines choses. Et donc les fruits en fait, de ma recherche vont m'amener de la nourriture. Ou alors peut-être développer quelque chose de plus culturel. Donc voilà comment on peut avancer. Et donc attention, parce que là on a des grosses sources de ressources et de culture, mais petit à petit on va avancer. Donc si je fais cette recherche, on sera ici. Donc le prochain joueur, lui, il aura le choix entre ça et ça. Puis entre ça et ça. Donc au bout d'un moment, il faut y aller si on veut vraiment des choses. Donc voilà, la recherche académique, ça nous sert uniquement à gagner des ressources ou de la culture. Le coût est de plus en plus cher, et à partir de là, il va falloir avoir dans les prérequis une ville, ou 2 villes, ou 3 villes. Donc voilà une première source de ressources, justement. La troisième action que l'on peut effectuer, c'est l'action d'amélioration d'unités militaires. Donc ça coûte X aussi, puisque ça dépend du coût de l'unité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on remplace où on place la carte sur son emplacement. Voilà. Pour ça, j'ai pas besoin de l'expliquer plus, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Sachant que quand on améliore une unité, on ne paye que la différence. Voilà, on ne paye pas le coût complet. Si on regarde les unités militaires, il y a des petits jetons, il y a des petits pictos nouveaux qui sont arrivés. Par exemple, le chariot. Le chariot, ça coûte rien. Par contre, il faut avoir des chevaux. Si on n'a pas des chevaux, ça coûterait 2, comme les autres. On a cette icône qu'on a déjà vue. On l'a déjà vue. On a ses avantages, etc. Par contre, le chariot, lui, il n'a pas le droit d'attaquer dans la forêt. C'est-à-dire que si dans mon armée, j'ai une unité qui a ça, je ne pourrais faire aucune attaque dans la forêt. Voilà. Au fur et à mesure, je vais vous montrer les nouveautés, sur les cartes. Quatrième action que l'on peut effectuer, c'est justement l'action commerce. En fait, c'est créer une route commerciale. On peut faire soit une route commerciale terrestre, pour 1 de production, soit une route commerciale maritime, pour 2 de production. Comment ça fonctionne les routes commerciales? Alors là, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de ville sur le plateau, mais ça va vers les villes. À une distance de 1 ou 2 pour les routes commerciales, à une distance infinie par la mer pour les routes maritimes. Dès que je place un comptoir commercial chez un joueur, lui et moi gagnons un jeton or. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, je dois lui demander l'autorisation. C'est-à-dire que si je veux aller chez mon adversaire, donc à 2 joueurs, bon, ok. À 3 joueurs, à 4 joueurs, ça peut être intéressant de faire des alliances, mais je dois demander, est-ce que je peux établir un comptoir commercial chez toi, dans ta ville? S'il accepte, je mets mon comptoir dans sa ville et on gagne un or chacun.
S'il refuse, je ne peux pas le faire. Donc je voulais revenir là-dessus parce que à partir d'un comptoir commercial, on peut faire une action de croissance. Donc je peux très bien aller mettre un comptoir commercial chez un joueur et après continuer ma croissance à partir de ce comptoir commercial, et donc il ne serait plus adjacent à mes propres provinces, on va dire. Je ne rentre pas dans les détails, voilà. Ensuite, action supplémentaire que l'on peut faire, c'est tout simplement construire une merveille. Donc ça a le coût de la merveille, on gagne les bonus instantanés, puis on a le passif pour le reste de la partie. Ensuite, on peut comme action construire une ville. Ça coûte toujours 3 de production. Pour construire une ville, il faut la construire. Alors les villes dans ce jeu, je vais vous montrer, elles se construisent en fait à l'intersection des hexagones. C'est-à-dire que les villes sont construites ici, 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 vous voyez, dans les angles. Et pour construire une ville, par exemple, si je voulais construire une ville ici, par exemple, ici, il faudrait que je possède les 3 provinces autour. Donc il faut d'abord que je m'étende dans ces 3 provinces pour après construire une ville moyennant 3 de production. On n'a pas le droit de construire sur les côtés et on n'a pas le droit de construire adjacent à une autre ville. Voilà. Petit cas particulier, quand on est à côté de l'eau, comme on ne peut pas s'établir dans l'eau, en fait il faut que toutes les cases terrestres adjacentes soient occupées par nous. Donc voilà pour les villes. Qu'est-ce que ça apporte une ville? Ça apporte, premièrement, ça augmente de 1 notre niveau de demande. Forcément, une ville concentre un petit peu plus la population. On se doute qu'il y a des marchés qui vont s'ouvrir et donc il y aura plus de demandes. Ensuite, une ville nous rapporte 4 points de victoire en fin de partie. Donc ça c'est cool. Et puis en fin d'époque, à la fin de chaque époque, il y a on regarde en fait pour chaque ville ce qu'on peut gagner en fait. Donc il va falloir nourrir nos villes, mais elles vont nous rapporter des choses. Donc c'est intéressant de faire des villes. Et puis une ville peut accueillir un comptoir commercial d'un autre joueur et donc potentiellement nous faire gagner un or gratuitement si on accepte qu'il s'installe chez nous. Ensuite, action supplémentaire, c'est augmenter, changer de gouvernement. Donc en suivant les flèches qui sont là. La seule condition, c'est d'avoir le niveau culturel requis. C'est-à-dire que pour passer à cette ligne, il faut être minimum 2 sur la piste culturelle. Ici, minimum 8. Ici, minimum 14. Les gouvernements, il y a plusieurs choses intéressantes. Les gouvernements, ils nous déterminent le nombre de villes maximum que l'on peut construire. Vous voyez, ici c'est 1, ici c'est 2, ici c'est 3. Ils nous donnent un bonus immédiat que l'on obtient quand on le met en place. Ici, ça va être, par exemple, en démocratie classique, on gagnerait 2 de culture. En monarchie, on gagnerait 1 en or et 3 autorités. Donc ici, ça serait plus pour s'étendre. Et la République, c'est carrément 4 autorités. Mais il y a aussi des bonus. Évidemment, par exemple, la démocratie classique, la recherche académique nous coûte 1 de moins. La monarchie, à la fin de l'époque, comme on doit convertir toutes nos ressources restantes, là on a un petit bonus. Et la République, à chaque fois qu'on va faire une action de croissance, on peut en faire une directement derrière. Donc pour une action, on peut faire 2 fois l'action de croissance. Donc là, ça serait vraiment pour s'étendre rapidement. République, empire, autocratie. Ici, on est sur monarchie, monarchie constitutionnelle, communisme. Et ici, démocratie classique, fédéralisme, démocratie. La dernière chose que le gouvernement va modifier, c'est en rapport avec la dernière action que l'on peut faire, c'est l'action de production. Dans ce jeu, on n'a pas d'action pour produire des ressources, telles qu'on peut avoir dans Clash of Culture. Vous vous souvenez, je vous ai dit que dans Clash of Culture, on avait les mêmes types de tuiles, avec les mêmes types de terrains, mais dans Clash of Culture, qui est un jeu plus ancien, qui est un jeu un peu avec des règles à l'ancienne, on va dire, un peu plus lourdes,
même si c'est un excellent jeu, on avait une action qui nous disait, bon je suis installé ici, je vais faire de l'action de production pour avoir de la nourriture ici, de l'action de production pour avoir des pierres dans la montagne, du bois dans la forêt, etc. Donc on faisait souvent une action de production pour gagner des ressources. Ici, on n'a pas vraiment ça. Ici, la seule action de production que l'on a, c'est celle-ci, et elle va juste nous rapporter ce que notre gouvernement nous autorise. C'est-à-dire que en tribu, si je fais l'action de production, vous voyez ici ça marque 1 de nourriture. Donc je gagnerai que 1 de nourriture. Ici, toujours 1 de nourriture, ici 2 de nourriture, ici 3 de nourriture. Si on vient de ce côté, lorsqu'on fait l'action de production, on va gagner que de la science. 1 de science, 2 de science, 3 de science. Et ici, c'est que de la production. 1 de production, 2 de prod, 3 de prod. Donc c'est très ciblé. Donc vous voyez, pour gagner des ressources, il va falloir comboter à la fois cette action, si vraiment on en a besoin, comboter de la recherche académique pour avoir un montant un peu plus important de ressources, mais parce que ça nous coûte aussi de la recherche, et puis comboter des cartes. Donc là par exemple, vous voyez la domestication, finalement, enfin l'élevage, ça m'a apporté 2 de nourriture que je vais pouvoir utiliser. Mais il y a des cartes qu'on a vues comme la pêche, comme la chasse, qui peuvent nous rapporter un peu de nourriture. Donc la gestion des ressources dans ce jeu est très particulière et il ne faut surtout pas la sous-estimer. Et après, il peut y avoir, sur certains plateaux civilisation, comme l'Égypte par exemple, on peut gagner des ressources lorsque l'on débloque la capacité spéciale. Donc il faut penser et réfléchir à tout ça. Donc voilà pour les 8 actions que l'on peut faire à notre tour. Donc, j'ai fini ma phase action, puisque j'ai fait une invention, une action. Donc on passe à la phase militaire. Alors la phase militaire, il y a encore 3 étapes à faire. Premièrement, on va décider si on change notre statut diplomatique. Alors le statut diplomatique, il y en a 2. C'est soit on déclare, soit on ne fait rien et on reste en temps de paix, soit on déclare la guerre à un joueur, et pour ça il faut défausser un de nos jetons, un de nos cubes autorité qui est là. Donc ça va être un cube disponible en moins pour s'étendre sur la carte. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ces cubes, on les récupère à la fin de l'époque, mais en attendant, ça fait 1 de moins. Et donc si on fait ça, sur notre petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais notre petit socle, on va dire, si je déclare la guerre au joueur bleu, par exemple, donc je dépense un cube autorité, et je choisis ce jeton pour dire que le joueur jaune, orange, a déclaré la guerre au joueur bleu. Donc j'ai la même chose pour le joueur rouge, j'ai la même chose pour le joueur vert. Ok? Donc, je te déclare la guerre, mon pote. Et donc je mets ça. Ok. Ou alors, je peux décider de devenir carrément belliciste. Et à ce moment-là, je me déclare comme étant un joueur hyper agressif. Si je fais ça, en fait, c'est indiqué ici, je perds en fait tous mes comptoirs commerciaux que j'ai mis chez les autres et je retire tous les comptoirs commerciaux des autres qu'ils ont chez moi. C'est-à-dire que là, on rompt complètement le commerce puisque je suis devenu comme on va dire un dictateur sanguinaire. Alors c'est quoi la différence? La différence, c'est que il y en a plusieurs. La première ici, si je fais ça, c'est que je fais une déclaration de guerre officielle. On va dire dans les règles de l'art. Et donc, déclaration de guerre, je ne peux pas attaquer ce joueur tout de suite. Je déclare la guerre, il y a une préparation. Ce n'est pas une attaque, une guerre surprise. Et là, ça vise uniquement le joueur bleu. Je peux déclarer la guerre à plusieurs joueurs. C'est possible. Il y a 3 emplacements, c'est pas pour rien. Si je me déclare en étant belliciste, là, c'est pour déclarer une guerre immédiate. C'est-à-dire que je peux immédiatement attaquer n'importe quel joueur.
tous les joueurs, y compris les villes neutres. Ok. Donc si je suis comme ça, en passant à la phase 2 de la phase militaire, je peux attaquer. Donc là, je peux attaquer n'importe quel joueur, je peux attaquer les barbares, bien sûr, et je peux attaquer les villes neutres. Le seul moyen d'attaquer les villes libres, les villes neutres, c'est d'être belliciste. Ok, donc quelqu'un qui se déclare ça, attention, ça veut dire qu'il peut t'attaquer tout de suite, mais ça veut dire qu'il le fait juste pour attaquer une cité-état. Donc ça, il faut juste voir un peu où il est placé, s'il a une cité-état proche. Voilà. Mais par contre, ça va lui coûter, il va avoir une pénalité culturelle à la fin de l'époque pour avoir été belliciste. Donc il peut attaquer, donc choisir sa cible, et puis payer le coût des attaques s'il y a un coup d'attaque. Si jamais j'avais déclaré la guerre uniquement aux joueurs bleus, là je ne peux toujours pas attaquer. La phase d'attaque est zappée. Par contre, si je peux attaquer uniquement les barbares. Voilà. On a droit à une attaque par phase militaire. Et puis phase 3, si j'ai un corps en fait sur mon statut diplomatique, je le change en guerre. Donc à la fin de ma phase militaire, je passe en phase guerre. Et donc à partir de maintenant, je peux attaquer le joueur bleu. Mais vous voyez, ça se fait après la phase d'attaque. Donc là, en gros, je dis au joueur bleu, prépare-toi, je te déclare la guerre. Et le joueur bleu, lui, ça va être la même chose. Parce qu'à ce moment-là, lui-même sur son plateau aura mis ça, dans ce sens-là, comme ça, avec ma couleur. Et donc lui, il va faire aussi son changement statut diplomatique. Donc il peut soit se déclarer belliciste, soit déclarer lui-même la guerre à un autre joueur. Après, il va pouvoir attaquer quelqu'un, mais pas moi, parce qu'il sera comme ça. Et après son attaque, hop, il se met comme ça, et donc à la manche suivante, au tour suivant, on pourra s'attaquer mutuellement. Donc ça lui laisse le temps de se préparer à la guerre. Ça peut lui mettre aussi la pression. C'est-à-dire que moi, je peux me déclarer en guerre contre lui. Par exemple, moi j'arrive ici, le joueur bleu est à côté de moi, ou pas très loin, je lui déclare la guerre, mais j'ai pas forcément l'intention de l'attaquer. Il faut que je sois quand même plus fort que lui militairement, sinon il va pas du tout croire en mon bluff. Mais du coup, ça va quand même l'obliger à faire une action, voire deux actions pour améliorer ses unités. Et après, moi, je peux décider de ne pas l'attaquer. Mais par contre, attention, parce que lui, après, par contre, il pourra m'attaquer. Donc il y a un petit jeu comme ça qui peut être intéressant. Et voilà comment se termine un tour de jeu dans ce jeu-là. Donc si par exemple je simule le tour du joueur bleu par exemple, donc si c'est à son tour, il aura lui aussi donc il passe par la phase de préparation, donc il va piocher une carte. Donc piocher une carte de l'époque 2, hop, il met dans sa main, on ne sait pas laquelle. Il va révéler deux cartes dans le marché. Donc ici, hop, donc encore des archers montés. Donc les unités, c'est pareil, elles sont en double exemplaire. Et puis la deuxième, c'est une catapulte. Donc là, du coup, comme la ligne du haut est pleine, ces archers montés ici sont défaussés. Et on décale tout. Tac. Donc là, je suis content parce que les cavaliers sont toujours là. Et ensuite, il révèle une tuile du plateau. Donc lui, il voit ce plateau-là, il voit qu'il y a une ressource qui est super intéressante ici. Donc il se dit, je vais probablement venir m'installer ici. Et qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour lui? Alors il peut chercher n'importe quoi. Il peut très bien dire, je pense que je vais m'installer là et je vais révéler ce qu'il y a là. Mais bon, on va être proche. Soit il lâche complètement ça et il découvre un autre truc. Mais bon, voilà. Donc là, je pense que quand tu as du diamant comme ça, il faut y aller. Hein. Quitte à être proche d'un joueur, mais il faut y aller. Donc il va révéler ça. Est-ce qu'il y a de la connexion que l'on peut faire? Non, parce qu'il n'y a pas de mer tout de suite. Ensuite, la priorité, c'est plaine, il n'y en a pas. Désert, il n'y en a pas. Ensuite, c'est forêt. Forêt, il n'y en a pas, donc c'est montagne.
Et donc le seul moyen pour connecter la montagne, c'est de la mettre comme ça. Hop. Donc là, on révèle un barbare, et puis il y a une autre source de diamants. Et donc là, il a deux possibilités maintenant, quand il va faire son action de croissance. Soit il vient ici pour m'empêcher d'avoir un deuxième, soit il se dit, bon ben là j'ai pas envie d'être trop proche, je lâche l'affaire, je lui laisse celui-ci, et moi je vais quand même prendre celui-là, et comme ça il s'éloigne, il se met un peu plus loin, il est sur le bord de la carte, et il se protège un peu. Voilà, donc ça va dépendre aussi de la civilisation qu'il va jouer par exemple. Si c'est quelqu'un qui est plutôt militariste, peut-être il aura envie d'être proche d'un joueur assez rapidement. Voilà. Donc ça dépend du joueur. Les connexions telles qu'elles ont été prévues, c'est vraiment super intéressant parce qu'on se retrouve avec une carte qui va en fait inciter les grands espaces. Donc on va avoir, comme la priorité c'est les océans, ok, mais après c'est les plaines et les déserts. Donc on va avoir souvent des cartes avec des grandes plaines, puis des grands déserts, oui, ça forme des grandes forêts, des chaînes de montagnes. Et donc on ne tombe pas sur des cartes comme on peut avoir parfois dans certains jeux où il va y avoir une case de prairie, une case de forêt, une case de montagne, une case de désert, une case de prairie, une case de montagne, une case de forêt. Non, là c'est plus cohérent, on se retrouve avec des grands espaces. Donc admettons que notre joueur bleu décide lui de s'installer à côté de nous. Donc lui, il a le choix aussi entre faire une invention puis une action de croissance obligatoire, ou alors faire deux actions, donc croissance puis autre chose. Lui, ça va dépendre des cartes qu'il a. Donc par exemple, lui, il a une carte comme la chasse. La chasse, elle est super intéressante parce qu'elle dit à chaque fois qu'il va s'installer dans la forêt ou dans la montagne, il va gagner une nourriture. Donc regardez, s'il vient s'installer ici, il aura des forêts, des montagnes. Il aura pas mal de choses qui pourraient être intéressantes. Sachant qu'il a aussi le minage qui lui apporte de la production quand il va s'installer dans les montagnes. Donc ça pourrait être intéressant de comboter les deux. Mais attention, s'il combote les deux, il a déjà 2 sur 3 qui sont consacrés à de la ressource. Donc il faut après qu'il réfléchisse à ce qu'il veut faire pour la troisième. Donc admettons, il décide de développer la chasse. Donc il gagnerait donc un nourriture et nous on gagnerait un nourriture. Puis il a ce passif. Et pour son action, il va s'installer. Où est-ce que j'ai mis le petit cube? Il va s'installer ici en dépensant un de nourriture. Il va gagner les 2 en commerce pour le diamant. Et comme il a la chasse, il va gagner un de nourriture. Donc en gros, son installation a été gratuite. À chaque fois qu'il va s'installer dans les forêts, dans les montagnes, ça sera gratuit pour lui. Voilà, et maintenant il lui restera à gérer ce barbare, à venir s'installer dans les montagnes pour bénéficier de sa chasse, etc., etc. Donc voilà comment fonctionne le jeu. Et donc à tour de rôle. Du coup, il vous reste à savoir ce qui se passe à la fin d'une époque. Je ne détaillerai pas les batailles, comment elles font ici, on fera ça dans une autre vidéo. À la fin d'une époque, en fait, on va tout simplement regarder qui est le plus haut sur la piste culturelle. Celui qui est le plus haut à 2 joueurs, donc il y a un petit tableau, il va gagner en fait des chefs-d'œuvre. Ensuite, on gagne les revenus de commerce, donc basés, comme je disais tout à l'heure, sur notre niveau le plus bas entre ces 2 valeurs. Et donc on regarde ce qu'il y a en dessous. Par exemple, si j'étais comme ça, je gagnerais 1 or, 1 de culture. Ensuite, on doit nourrir nos villes. Donc on regarde sur ce tableau, à l'époque 1, il faut donner 1 de nourriture par ville, et chaque ville nous rapporte 1 cube d'autorité et plus 1 sur la culture. Par contre, si on n'arrive pas à nourrir nos villes, on perd 1 de culture. Ensuite, on va convertir toutes nos ressources restantes qu'on n'a pas pu dépenser, un rapport de 3 plus pour 1, on va les convertir en or. Ensuite, on regarde si on a des barbares adjacents à nous. Chaque campement barbare adjacent va nous piquer 1 or. Donc ça c'est chiant parce que ça arrive juste après la conversion, vous voyez.
Donc s'il nous restait 3 ressources, on les convertit en or, mais qu'il y a un barbare à côté de nous, il vient et nous pille. Ensuite, on récupère tous nos cubes autorités qu'on avait épuisés, par exemple soit pour déclarer la guerre, soit pour utiliser l'action gratuite d'échange de ressources, soit même pour... il doit y avoir d'autres façons de le faire. Ensuite, on réinitialise nos statuts diplomatiques. Donc toutes les guerres se terminent à la fin des époques. Tous les joueurs qui étaient bellicistes perdent 1, 2 ou 3 de culture selon l'époque dans laquelle on se trouve, et on revient tous en temps de paix. Et ensuite, on fait la mise en place pour l'époque suivante. Voilà. C'est quand même assez simple. C'est quand même assez simple, mais c'est super intéressant. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est 2 choses. On va regarder un petit peu les différentes civilisations qui existent, et puis on va révéler toute la carte, juste pour voir un petit peu à quoi elle aurait ressemblé cette carte. Donc moi, joueur orange, j'aurais probablement, comme je me suis installé ici, révélé celle-ci. Alors là, le seul moyen de la connecter, c'est comme ça, puisqu'il faut connecter les forêts. Tac. Donc on aurait eu une ville neutre ici, et un jeton ici. Donc vous voyez comme ça agrandit. Il y a une grande forêt ici, très sympa. J'aurais préféré que ça agrandisse le désert, mais bon. Le joueur bleu, lui, il aurait probablement regardé ça. Et donc il y a de la montagne à connecter, donc comme ça. Grande chaîne de montagnes, avec encore du diamant. Là, on a vraiment de la chance en termes de ressources. Il y a la ressource la plus précieuse qui est déjà apparue 4 fois, c'est pas toujours le cas. Ensuite, éventuellement, joueur jaune, il aurait regardé ici. Et donc là, il aurait connecté, comme il n'y a toujours pas d'eau, il aurait connecté la prairie, ici. On rajoute une ville neutre et un jeton ici. Joueur bleu, il aurait... entre-temps, il se serait développé, évidemment, hein, mais il aurait peut-être regardé ici. Donc là, pour connecter la montagne, il y a 2 possibilités, c'est soit comme ça, soit comme ça. Donc je crois que quand il y en a 2, il faudrait que je vérifie, mais quand il y en a 2, on met avec la flèche. Donc là, il y a des chevaux, là, il y a encore un jeton. Voilà, on continue. Là, le seul moyen de connecter... Ah non, il y a 2, parce qu'il y a une montagne, ça serait comme ça. Et la dernière, il y a des plaines, comme ça, ou comme ça, il y a les 2, donc... Il faut que je vérifie si, par exemple, il me semble pas que ce soit aussi poussé. Genre, si on peut connecter les 2 plaines, est-ce qu'on essaie de connecter la priorité suivante? Non, je crois pas. Je crois que quand il y a 2 possibilités, on met la flèche vers le bas. Et voilà à quoi aurait ressemblé la carte. Alors, elle est très riche en ressources de diamants, c'est incroyable, et en barbare aussi. Hein. Vous voyez, on a une carte qui est super cohérente, puisqu'on a une grande chaîne de montagnes qui traverse carrément la carte. Et puis on a des grandes plaines, comme je vous disais, des grandes plaines. Et puis on a quand même des belles forêts. Non, c'est pas mal. Et donc finalement, vous voyez que pour l'Égypte, le désert, finalement, on avait quasiment découvert tout le désert au début. Et après, alors ce qu'elle aurait pu faire, l'Égypte, ce qui est intéressant, c'est se développer dans les déserts ici, dans les plaines pour bénéficier de son agriculture et faire des villes ici. Après, faire un comptoir commercial ici pour pouvoir venir directement s'étendre de ce comptoir commercial ici, sans être obligé de passer par la montagne, par exemple. Ça peut être intéressant. Et après, peut-être aller vers les villes de lui, faire pareil, une route commerciale vers lui, pour pouvoir après essayer d'aller prendre des déserts. Mais lui, il va tout de suite aller prendre ce désert, évidemment, parce que la ressource est trop bien ici. Donc voilà un peu à quoi aurait ressemblé la carte de cette partie. On jette un petit coup d'œil rapide sur les différentes civilisations. Donc là, vous avez vu l'Égypte. Je vais vous proposer... on va juste parcourir les 17 autres. Donc vous avez la Chine. Donc la Chine, on voit que, par exemple, ses capacités, il y en a 3 qui se débloquent
à la première époque, une qui se débloque à l'époque 2. C'est quand même une civilisation très ancienne. On peut regarder un petit peu, bon, on va pas détailler tous les trucs, mais vous voyez, elle bénéficie de la Grande Muraille. Donc elle a un petit avantage défensif si elle développe ça. On va pas les développer, on va juste regarder comme ça, les parcourir. La France, c'est plutôt une civilisation de milieu voire fin de partie, puisque ça se développe à partir de l'époque 2 et une à l'époque 3. Donc là on est vraiment, c'est vraiment une inspiration de civilisation, le jeu vidéo, puisque les civilisations ont toujours un moment dans la partie où ils sont à leur apogée, où ils sont forts, où ils ont leur unité spéciale, leur bâtiment spécial, etc. Donc elle, la France, elle a les châteaux qu'on a vu tout à l'heure, et elle a l'unité spéciale, le chevalier. Voilà. Rome, évidemment, sans surprise, tout se développe à la première époque. Donc on a du militaire, on a de la route commerciale, évidemment, les gladiateurs et les gouvernements provinciaux. L'Amérique, l'Amérique, évidemment, c'est une nation moderne, donc quasiment tout se développe à la troisième époque. La Mongolie, 1 et puis 2. Elle a le Kéchik, communauté, on le voit d'ailleurs là, communauté spéciale, avantage dans les plaines, redoutable guerrier monté. Ouais. Ok, il y a des trucs très sympas. L'Arabie. Alors l'Arabie, elle est très intéressante parce que elle se développe du 1 au 3. Elle va de la conservation du savoir, avec la science, hein, évidemment, les mathématiques, tout ça, jusqu'à l'exportation de pétrole. C'est super intéressant d'avoir des civilisations qui se développent. Et donc c'est elle qui a les puits de pétrole, en fait, c'est l'Arabie. En passant par, ouais, par de la science, par du commerce, etc. Très intéressant. Les Incas avec les cultures en terrasse. Les clans des montagnes, ok, avantage dans les montagnes. La Perse, les immortels. Époque 1 évidemment. Babylone, époque 1 aussi. Très très chouette. Hein. L'Angleterre. Révolution industrielle. L'Inde qui va aussi du 1 au 3. L'Allemagne. Civilisation récente avec un petit clin d'œil sur les Eurogames, les Eurogames fascinants. Ouais, bon, vite fait. La Grèce, époque 1 évidemment, hein, avec son unité spéciale. Le hoplite. L'Italie. Alors l'Italie, ouais, l'Italie, on a Rome pour l'Antiquité, on a l'Italie, les marchands de Venise, la Renaissance, la conservation de l'héritage. C'est chouette tout ça. Les Aztèques. Carthage. Ah, j'ai envie de toutes les jouer. Les Mayas. Et on revient sur la Chine. Et c'est chouette, hein. C'est chouette. Alors il manque, évidemment, il manque des civilisations très importantes. Et déjà, il n'y a aucune civilisation africaine. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Il manque le Japon, je trouve. Il manque la Russie. Voilà. Bon, peut-être le Portugal, l'Espagne. Même la Hollande. Hein. La Hollande, ça peut être intéressant. Bon, il y a matière à peut-être développer une extension, mais bon, je ne sais pas si c'est prévu. Donc voilà pour la présentation assez longue hein, de ce jeu qui est assez fascinant, qui est un excellent jeu de civilisation, un vrai 4X, un vrai jeu de civ, et qui va venir vraiment titiller les références du genre. Hein. Les Clash of Culture, Civilisation, voilà, il va vraiment venir se frotter à eux sans
Ouais, sans avoir peur, hein, parce qu'il est vraiment super intéressant. Alors certes, le jeu est en anglais, il sera probablement jamais traduit en français, hein, vu la frilosité des éditeurs français. Mais par contre, les règles sont extrêmement simples. L'anglais est très simple, il y a très peu de texte. Et quand c'est des textes, c'est gain, machin. C'est vraiment des mots, quoi. C'est même pas des phrases. Et les règles sont très très simples, très aérées, avec des exemples, avec beaucoup d'illustrations. Enfin, c'est hyper simple de comprendre. Même si on n'est pas très fort en anglais, quoi, ça se fait hyper bien. Et maintenant, honnêtement, avec ChatGPT, il suffit de lui scanner les feuilles et de lui envoyer la photo, il te traduit tout, donc c'est assez incroyable. Il te refait le PDF avec, en changeant le texte et le mettant en français, donc on peut se refaire un livret en français en 5 minutes avec ChatGPT, c'est juste incroyable. Voilà, et la deuxième chose, c'est que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4, donc il n'y a pas de mode solo qui a été prévu de base sur le jeu. On peut espérer qu'il y a un mode solo développé par l'auteur, puisque il aime les jeux solo, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça va peut-être venir. Euh, dans la prochaine vidéo sur ce jeu, je vous présenterai quand même une variante solo qui existe et qui est plutôt intéressante. Donc voilà pour Epox. Dites-moi si vous connaissiez le jeu, si oui, si vous l'avez. Sinon, est-ce que ça vous inspire? Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.